Mais d'abord, j'ai la chance de recevoir ce matin pour la première fois une auteure, une autrice, une romancière, enfin une personne qui écrit des livres et qui le fait bien. Bonjour Justine Lévy. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous dites quoi, vous, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie ? Je dis écrivain, je suis à l'ancienne, moi. Écrivain. Vous ne le féminisez pas en écrivain. C'est un tic, donc c'est difficile de changer. Alors là, ça s'appelle Une drôle de peine. C'est le titre de ce livre que vous appelez le livre de ma mère. Même si votre mère, Isabelle, a toujours été très, très présente dans vos livres, Justine Lévy. Mais 20 ans après sa mort, en 2004, vous lui avez entièrement consacré ce roman. Alors on pourrait se dire que c'est un roman thérapeutique, le roman du deuil, mais sauf que vous ne croyez pas au deuil. Pour vous, ça n'existe pas. Absolument, j'y croyais. Et puis, j'ai bien compris qu'en fait, on nous mentait. Pardon, mais il y a une tellement bonne humeur sur le plateau que j'ai un peu honte de parler de mort et de deuil comme ça. C'est le principe de cette émission. On passe d'un sujet à un autre, voilà. Pardon, c'est un peu rapide. Mais effectivement, le deuil, on dit souvent, l'expression, c'est même faire son deuil. Ouais. C'est n'importe quoi. Je pense qu'on se ment à soi-même aussi, en se disant qu'on va faire son deuil, mais on est quand même plusieurs milliards sur la Terre à avoir perdu quelqu'un de très proche et à être inconsolable. Donc finalement, je pense que la vraie normalité, c'est de ne pas réussir à faire son deuil. Ça, maintenant, j'en suis persuadée. Et écrire, du coup, c'est pas spécialement un acte de guérison. Bon, on peut pas guérir d'être vivant quand les autres sont morts. On peut pas guérir de la vie. Donc non. Vous allez même une marche au-dessus parce que vous écrivez dans ce livre, Justine Lévy, que vous n'aimez pas écrire. Ça, j'étais étonnée de lire ça. Je suis plus heureuse quand j'écris pas que quand j'écris, c'est vrai. Mais tout le monde, pourquoi tu ris ? Olivier Benkemoun, je le sais. Mais tu le sais. Je suis plus heureuse quand j'écris pas. Mais celui-là, en général, quand je me mets à écrire, c'est que vraiment ça m'étouffe et qu'il faut que j'y aille. Ça part d'un besoin. Et alors, dans Une drôle de peine, vous écrivez, Justine Lévy, à quel point votre mère vous manque terriblement. Vous dites que vous en avez encore des douleurs 20 ans après, un peu comme une addicte en sevrage. Il y a un peu de ça. C'est vrai qu'elle me manque parfois comme l'héroïne à elle lui manquait, parce qu'elle s'est beaucoup droguée. C'est un manque physique. Un manque physique qui se manifeste par des douleurs physiques, le corps qui parle, quoi. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, elle qui a eu des graves addictions, vous dites qu'elle vous a un peu transmis ça, cette propension à l'addiction, en écrivant ce roman qui est une enquête pour essayer de percer aussi l'énigme de votre mère. Vous avez découvert que vous seriez peut-être né dans une période où votre mère était en manque, en fait. Alors, j'ai décidé de croire que non, finalement. J'ai retrouvé... Parce que comme c'est en effet une sorte d'enquête, j'ai voulu savoir un peu qui elle était et puis j'ai retrouvé la trace de son ancienne maîtresse qui vit au bout du monde maintenant et qui a fini par me dire, je l'ai retrouvée sur Facebook, ce qui est un peu décevant parce que voilà. Et je sais plus. Elle vous a supplié de venir la voir. Voilà. Ouais. Et au dernier moment, je me suis débinée, je suis pas allée la voir et elle a fini par me dire que ma mère ne l'avait pas attendue elle pour se calmer et qu'elle était déjà calmée quand elle était enceinte de moi. Mais j'ai décidé que c'était un mensonge, j'ai décidé que c'était pas vrai et voilà. Et alors vous racontez aussi à travers ce livre votre enfance à vous, Justine Lévy, avec des scènes qui paraissent assez effarantes quand on les lit. Quand vous êtes petite, votre mère elle habite donc avec son amante Violaine et toutes les deux elles passent leur vie à s'enivrer, à se droguer et vous assistez en fait à tout ça comme si c'était normal, quoi. Bah c'était normal. Plus à l'époque c'était plutôt normal, c'est-à-dire qu'il y avait pas d'enfants. L'enfance n'existait pas, il y avait des mini-adultes un peu moins importants que les adultes pas mini, et on leur parlait pas différemment, et on s'adressait pas à eux de manière spécialement mignonne comme maintenant, il y avait pas d'enfants rois, et donc moi j'assistais à tout ce qui se passait dans la vie des adultes, et je sentais bien peut-être que, par exemple, l'homosexualité parentale, c'était pas du tout quelque chose dont on parlait, c'était... On le pensait même pas. Et moi, toute petite, à 4 ans, 5 ans, j'étais détentrice d'une sorte de secret comme ça, social, et je savais pas trop quoi en faire. Et voilà, mais ça... Voilà. Et ce que vous dites, c'est que c'était en fait un truc aussi de l'époque, quoi. Pour une partie des parents, pas tous évidemment, mais à cette époque, il fallait surtout pas en fait s'occuper des enfants. Il y avait quelque chose même de politique là-dedans. C'était politique, c'était complètement ringard et bourgeois pour les mères de changer les couches ou je ne sais quoi. Donc je sais pas trop comment j'ai réussi à faire tout ça, mais
Non, puis on pensait aussi, on pensait qu'il fallait pas élever les enfants comme on élève des chiens ou des chats, donc il fallait pas faire ça. Ouais, fallait laisser se débrouiller pour leur bien. Alors bon, après, tous les parents ne laissaient pas des cachets de drogue à la disposition des enfants. Vous, c'était le cas, si bien qu'un jour, vous avez même voulu tester, parce que ça ressemblait un peu à des bonbons, à des dragibus, vous dites, ou des Smarties. Et à vous lire, elles s'en sont jamais rendues compte, en fait, ces deux femmes, que vous étiez drogués. Non, elles s'en sont jamais rendues compte. On pensait que c'était les chats, quoi. J'ai raconté ça dans mon premier roman, Le Rendez-vous, en 95, et donc ma mère a lu, je lui ai apporté le manuscrit dans son petit studio qu'elle habitait à Montmartre, et je me suis installée sur la mezzanine et je l'entendais tourner les pages. Elle lisait, et puis donc elle a lu un passage où je racontais un peu ça déjà, et puis à la fin de la lecture, elle m'a fait des remarques grammaticales et elle a rien dit d'autre. Donc elle savait, mais on n'en a pas reparlé. Ça fait partie des pages assez saisissantes de ce livre, Une drôle de peine de Justine Lévy. C'est votre nouveau roman aux éditions Stock. On va continuer à en parler parce que on se dit aussi en lisant votre livre, heureusement que votre père, Bernard Henry, était là pour vous sortir de là. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez la romancière Justine Lévy pour son tout nouveau livre, Une drôle de peine, paru chez Stock. Quand maman dit 2, elle m'oubliera. 3, les yeux mouillés. 4, j'ai mal. 5, je dis ce que je veux. 6, je suis malheureuse. 7, je pense pas souvent. 8, et vous? Maman a tort, chantait Mylène Farmer. Mais alors vous, c'est un truc que vous n'avez pas l'air de penser, Justine Lévy, alors qu'elle s'occupait pas de vous, qu'elle vous a élevé au milieu des cadavres de bouteilles, de joints, des étrangers étendus par terre, et vous aviez même parfois peur de rentrer chez vous après l'école, mais malgré tout, elle n'avait pas tort. C'est pas qu'elle avait pas tort, si, c'est juste que maintenant j'ai vieilli et que la colère s'est apaisée, et que aussi j'ai pas vécu longtemps avec elle finalement, parce que mon père a fini par savoir ce qui se passait, et donc il m'a repris avec lui assez vite, vers 5 ans et demi. Et vous vous adressez directement à votre mère dans ce roman. À un moment, Justine Lévy, vous lui dites j'ai un abonnement à la gym, une carte de métro et une autre du Carrefour Market. Je ne me fais pas les ongles, je ne me coiffe ni ne me teins les cheveux, je mets du rouge à lèvres une fois par an et surtout sur les dents. Je suis toujours aussi raisonnable, aussi peu fantaisiste. Je mets beaucoup d'énergie à essayer de ne pas te ressembler, maman. En fait, vous vivez en permanence entre le manque de votre mère et la peur de lui ressembler. Et la trop présence aussi. Ouais. Parce qu'elle est là tout le temps. Dès que je pars en vacances avec mon mari et mes enfants, elle est là tout le temps sur mon épaule. Et c'est vrai que j'ai peur de lui ressembler. C'est vrai que, parce que elle voulait une vie intense et faite de moments fulgurants tout le temps. Et moi, je pense que la vie n'a pas à être intense tout le temps. J'ai été un peu ébouillantée par sa manière de voir la vie. Comme ça. Donc moi, je suis plutôt sage et très très chiante, mais c'est quelque chose que je cherche. Olivier Benkemoun, vous qui connaissez bien. Je suis pas d'accord avec ça, mais simplement, il y a l'histoire qui est forte, qui est racontée, mais simplement, il y a une qualité littéraire dans ce livre qui est incroyable. Voilà, c'est un des meilleurs livres, si ce n'est le meilleur livre de la rentrée aussi, mais c'est de la littérature aussi. Bien sûr que c'est de la littérature. Merci Olivier. Mais toutes ces histoires sont intéressantes, évidemment, et même quand vous racontez que vous avez attendu 40 ans pour vous autoriser à avoir une gueule de bois, mais qu'à chaque fois vous culpabilisez. Oui, parce que pour moi, le vin, c'était de la vinasse quand j'étais petite. Ouais, c'était être malheureux. Et je comprends la gaieté maintenant de l'ivresse, et puis je commence à comprendre un peu ce que c'est qu'un bon vin. Et voilà, mais il faut du temps. Oui, mais peut-être que vous comprenez aussi qu'on peut s'autoriser tous ces plaisirs-là sans tomber dans l'extrême, ce qu'a vécu votre maman. Peut-être qu'il y a cette peur-là aussi chez vous, parce que vous n'avez vu que l'extrême, en fait, chez elle. C'est vrai. Et moi, je suis plutôt dans la mesure, dans la nuance, j'essaye en tout cas. Et puis surtout, maintenant, mes enfants sont grands, donc j'ai commencé à boire quand eux aussi ont commencé à boire, finalement. Ouais. Donc, je dis pas qu'on se saoule ensemble, ça c'est atroce. Mais enfin, je me sens un tout petit peu moins illégitime. Enfin,
je m'y autorise. Vous pouvez vous lâcher. Et puis alors, dans votre enfance et même dans votre vie d'adulte, il y a un personnage qui revient par petites touches, qui est toujours là pour vous porter secours, c'est votre père, Bernard-Henri Lévy. Papa a tellement fait pour moi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait ? Vous demandez ça dans votre bouquin. Vous dites même le vôtre, je ne sais pas, mais moi c'est un magicien, mon père. À vous lire, BHL, c'est vraiment le père dont on rêverait toutes les petites filles, quoi. Oui, alors je connais pas bien BHL. Pour moi c'est papa. Donc mais oui, c'est un magicien parce qu'il a toujours été là, y compris pour ma mère d'ailleurs. Quand elle était au fond du trou, il y avait une seule main finalement qui se tendait et qui la hissait. C'était la sienne, même après toutes ces années. Donc et c'est vrai que moi j'ai envie que les gens sachent à quel point il est quelqu'un de bon, de gentil et de drôle. C'est vrai, ça m'énerve. Ça vous énerve ? Son image publique vous énerve ? Non, pas son image publique, la manière dont elle est perçue. J'ai toujours eu beaucoup plus de peine que lui quand on l'attaque. Quand il est critiqué. La première fois que je suis allée sur Twitter et que j'ai vu le ramassis de graffitis, de chiottes sur son compte, j'ai pleuré. Donc j'ai arrêté Twitter. Nous, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on l'a reçu ici, que c'était un homme absolument charmant. Donc j'irai que dans votre sens. Votre père qui s'est aussi donc beaucoup occupé de votre mère, vous le disiez, il lui trouvait des logements, des offres d'emploi, il lui envoyait de l'argent, sans savoir ce qu'elle en faisait d'ailleurs. Et il a découvert ça assez tardivement, très tardivement, même à son enterrement, il a découvert un peu une partie de ce qu'elle faisait de son argent. Elle distribuait ça à tous ses copains et ils le buvaient tous ensemble dans un rad qui s'appelle le Grand Hôtel de Clermont à Montmartre, qui est très sympathique au demeurant, mais ça servait pas du tout à payer son loyer et elle avait des arriérés terribles et elle a toujours été comme ça, impossible. Et elle entraînait les autres en plus avec elle dans sa chute. Et donc à son enterrement, il y avait beaucoup de gens de ce rad qui sont arrivés à l'enterrement et votre père les a découverts à ce moment-là, quoi. Mais qui ont remercié mon père et il s'est dit, mais de quoi me remercie-t-il ? Et c'est parce qu'il les avait rincés pendant des années sans le savoir. Ouais. Et vous y êtes retourné d'ailleurs dans ce bar des années plus tard, parce que c'est aussi une enquête, ce livre. Je suis retournée pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir. Et puis elle n'était plus là du tout, il n'y avait plus aucune trace d'elle nulle part et ça m'a un peu déconcertée, ça m'a même fait de la peine. Et puis, mais j'ai compris ce qu'elle trouvait dans cet endroit, qui est comme un cocon et où les mêmes habitués reviennent tout le temps, sauf que le temps est passé et la plupart de ses copains sont morts maintenant. Ouais. On vous recommande vraiment la lecture de ce livre et Olivier a raison aussi de préciser que c'est un objet littéraire intéressant au-delà de cette histoire qui est passionnante. La thérapie, je sais pas si c'est d'écrire ou pas, mais la thérapie de Justine, c'est d'avoir construit une vie entourée de gens qui sont fantasques, joyeux, heureux, qui sont des artistes, qui donnent. Alors je sais pas si c'est le tourbillon de la vie recherché comme ça, mais en tout cas, je pense que elle s'est créée cet univers qui est un autre cocon et qui est un cocon de bonheur que je trouve... Bravo, exactement. C'est ça la technique, se créer un cocon autour de soi. Allez, on va parler cinéma dans un instant. Olivier Benkemoun, qu'est-ce que vous avez prévu ce matin ? Une histoire de couple ? Ah, eh oui. À tout de suite.